Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, rebonjour. Nous allons continuer à entendre la défense de Monsieur Gbagbo. Je vais donner la parole à Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est Madame Naouri qui veut continuer. Thank you, Maître Altit. Ms. Naouri, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous allons d'abord traiter de la question de la qualité de la preuve. Lors de sa présentation, le procureur nous a dit, concernant la qualité de sa preuve, qu'il n'était pas nécessaire de s'y intéresser. Selon la réponse écrite du procureur et sa présentation orale, tout élément de preuve, aussi douteux ou de faible valeur probante soit-il, serait acceptable. Que nous dit plus exactement le procureur? Il nous dit que même si ces éléments de preuve sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire des éléments non authentifiés, dont on ne connaît pas l'origine, ou dont l'origine est suspecte, des éléments dont on ne sait rien, puisque les chaînes de possession sont incomplètes, des éléments de preuve indirects, du oui-dire, des éléments de preuve non corroborés, tout ça n'a pas d'importance, parce que, et je cite, les éléments de preuve pris individuellement, hors de tout contexte, peuvent sembler insuffisants pour étayer un fait donné, alors que s'ils sont analysés au regard de la totalité des éléments de preuve, leur effet peut être significatif. Paragraphe 55 de la réponse du procureur. Il nous dit donc, prenez des éléments de preuve de mauvaise qualité, réunissez-les, et vous aurez une preuve de bonne qualité. Mais un élément de preuve de mauvaise qualité plus un élément de preuve de mauvaise qualité n'ont jamais fait un élément de preuve de bonne qualité. L'une des raisons pour lesquelles la qualité de la preuve du procureur est mauvaise est parce qu'il n'a pas respecté les règles d'administration de la preuve. Ce sera notre premier point. Nous verrons ensuite que le procureur s'est mis dans les mains de tiers pour récolter des éléments de preuve. Nous reviendrons aussi sur l'utilisation excessive de oui-dire. Et enfin, dans cette première partie sur la qualité de la preuve, nous dirons un mot sur la faiblesse des expertises soumises par le procureur lors de la présentation de son cas. Donc, concernant les règles d'administration de la preuve, force est de constater que le procureur tente de justifier le manque de qualité de sa preuve, et plus précisément le non-respect des règles d'administration de la preuve, en invoquant la difficulté de mener des enquêtes dans des situations de conflit armé. Nous renvoyons ici aux paragraphes 95 et 96 de la réponse du procureur. En réalité, le procureur tente de justifier le manque de sérieux de ces enquêtes en se cachant derrière un contexte d'enquête qui aurait été difficile. Or, rien, absolument rien dans le dossier n'indique que le procureur aurait été confronté à la moindre difficulté lors de ces enquêtes ou qu'il aurait été confronté à des difficultés dues à un contexte complexe, voire dangereux. Bien au contraire, quand on s'intéresse à la preuve du procureur depuis le début de l'affaire, il ressort clairement que le procureur a collaboré étroitement avec les autorités ivoiriennes pour mener ces enquêtes dès 2011. Par exemple, nous savons que Jean-Pierre Mignard, avocat d'Alassane Ouattara, a transmis au procureur le 21 mars 2011, donc en plein milieu de la crise, un rapport sur la situation humanitaire en Côte d'Ivoire, établi à la demande d'Alassane Ouattara. Toujours en 2011,
le procureur était en relation avec les autorités ivoiriennes afin qu'elles prennent contact pour lui avec des témoins potentiels. Prenons l'exemple du commandant supérieur de la gendarmerie pendant la crise, P11, Kassaraté. Il nous dit que le Premier ministre de l'époque, Guillaume Soro, l'a appelé pour lui dire qu'il devait répondre aux questions des enquêteurs. Il explique que Guillaume Soro lui a dit, et je cite, « Bon, papa, on a des amis qui vont venir. Prêtez-vous à leurs questions. » C'est le transcrit 136, page 23, ligne 23, à page 24, ligne 25. C'est à la suite de cet échange que le commandant Kassaraté a rencontré pour la première fois les enquêteurs du bureau du procureur le 10 août 2011. Nous savons aussi que le procureur a rencontré, dès le mois d'octobre 2011, des témoins militaires importants pour prendre leur déposition. Philippe Mangou, chef d'État des armées pendant la crise, les 7, 8 et 9 octobre 2011. Édouard Kassaraté, les 7, 8 et 10 octobre 2011. Georges Guéby-Point, commandant du SECOS pendant la crise, les 10, 11 et 12 octobre 2011. Et il était à ce moment-là officier de la gendarmerie. P47, Detoleto, commandant des forces terrestres pendant la crise, les 11, 12 et 13 octobre 2011. Et il était alors adjoint au chef d'état-major. Un mois plus tard, du 23 au 26 novembre 2011, les enquêteurs du bureau du procureur rencontraient P46, Bredoumbia, directeur général de la police pendant la crise. Poste qu'il occupait encore quand il a rencontré les enquêteurs du procureur. Le procureur n'a donc clairement rencontré aucun problème pour rencontrer des militaires qui étaient encore en fonction. Prenons un autre exemple, la mission de collecte. Au début de l'année 2012, le procureur s'est rendu avec une équipe de 19 personnes à Abidjan pour une mission lors de laquelle ils ont notamment effectué une mission de collecte à la résidence présidentielle. Le procureur n'a donc rencontré aucun problème pour aller où il voulait dès la fin de la crise et il rencontrait qui il voulait. Il ressort clairement de ces exemples que le procureur, dans cette affaire, n'était pas confronté à des obstacles dus à une situation de conflit armé. Au contraire, les autorités ivoiriennes lui facilitaient l'accès à des témoins et lui communiquaient des éléments de preuve. Le procureur ne peut donc pas se prévaloir d'enquête qu'il aurait été obligé de mener dans une situation complexe ou dangereuse. D'ailleurs, le procureur n'a jamais déposé de requête faisant état de difficultés à mener des enquêtes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas de la défense, qui a été confrontée à de nombreux obstacles. En réalité, le procureur a tout simplement pas enquêté dès les débuts, de manière autonome et professionnelle. Et c'est là la vraie raison pour laquelle les règles d'administration de la preuve n'ont pas été respectées. C'est parce que le procureur a tenté de remédier tardivement à ce défaut, surtout après la décision d'ajournement du 3 juin 2013, que les éléments de preuve qu'il a soumis ne respectent pas les règles d'administration de la preuve. Il a tenté d'obtenir des éléments de preuve alors qu'il était trop tard. Il n'a pas exécuté les actes d'enquête aussitôt que possible parce qu'il n'y a pas pensé
mais il en avait l'opportunité. Il n'a pas pensé à faire appel à un expert balistique en 2011. Il a fallu que la défense fasse remarquer l'absence d'expertise avant qu'il ne s'en préoccupe en 2013. Il n'a pas tenté de trouver des victimes ou leur corps en temps utile. Il n'a pas fait accomplir les actes médico-légaux nécessaires par un expert qualifié en temps utile. Comme le procureur n'a pas agi en temps utile, il ne présente pas d'éléments de preuve authentifiables, vérifiables, traçables, fiables, directs et qui puissent être recoupés. Prenons quelques exemples. Premier exemple, les chaînes de possession. Une pièce qui est présentée par une partie au cours des débats et qui sera soumise au dossier de l'affaire. Il faut savoir d'où elle vient. Or, que nous dit le procureur? Il nous dit, en renvoyant à l'affaire Orich du TPY, qu'il n'est pas nécessaire, et je cite, d'appliquer des règles rigides d'administration de la preuve en matière de chaîne de conservation dans les affaires se rapportant à un conflit armé et qu'une telle pratique pourrait même rendre totalement impossible l'administration de la preuve dans certaines affaires. Fin de citation. Et je renvoie encore une fois aux paragraphes 95 et 96 de la réponse écrite du procureur. Nous avons vu, et c'est essentiel, qu'en l'espèce, le procureur ne peut pas se prévaloir de manière générale d'enquête dans un contexte de conflit. Chaque affaire est différente. D'ailleurs, c'est pourquoi la Chambre de première instance, dans l'affaire Orich, parle de certaines affaires et pas toutes les affaires. De plus, les chaînes de conservation sont différentes s'il s'agit de déterminer d'où vient un document administratif, un document judiciaire, une vidéo, une photo, un registre ou un corps. Il convient de distinguer aussi entre chaîne de possession de l'élément de preuve avant qu'il n'entre en possession des enquêteurs du bureau du procureur et la chaîne de conservation assurée par les enquêteurs du bureau du procureur. Au paragraphe 96, le procureur semble confondre ces deux notions. Il semble considérer que seule importe la chaîne de conservation d'une pièce, conformément au protocole de présentation électronique, qui permet de retracer le moment de l'obtention d'une pièce par un enquêteur jusqu'à son enregistrement dans Ringtail. Mais il est tout aussi fondamental de pouvoir retracer la chaîne de possession d'un élément de preuve avant qu'un enquêteur n'en ait pris possession. Surtout quand c'est possible. Prenons par exemple le certificat de décès de Maconnet. C'est la pièce CIV OTP 0039 0053, une victime alléguée de l'incident du 3 mars 2011. Il s'agit d'un certificat de décès sur lequel il est indiqué qu'il a été établi par le centre hospitalier de Cocody. Or, le procureur n'a pas obtenu ce certificat de décès auprès du centre hospitalier de Cocody. C'est le témoin P237, président de la PAFEMA, une association sur laquelle nous reviendrons, qui a remis aux enquêteurs du bureau du procureur ce certificat. Or, le témoin 237 n'explique pas comment il a obtenu ce certificat. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le témoin P172, chargé de communication de la PAFEMA,
explique que c'est lui qui se serait rendu à la mairie d'Abobo avec des proches de victimes en juillet 2011 et qu'il aurait récupéré le certificat de Moyamou Koné à cette occasion. Or, sur le certificat, il est indiqué que ce certificat a été établi au centre hospitalier de Cocody, non par la mairie d'Abobo. Comment ce document du centre hospitalier de Cocody s'est retrouvé à la mairie d'Abobo? Nous n'en savons rien. Et comment P237 a obtenu ce document? Nous n'en savons rien. Est-ce par le biais de P172 ou par des proches des victimes concernées? La seule chose que nous dit P237, c'est qu'en tant que président de la PAFEMA, c'était son rôle de faire en sorte que les familles aient des documents et qu'ils tenaient des archives. Cela ne nous éclaire pas davantage sur la chaîne de possession des documents qui auraient constitué ces archives. Il appartenait donc au procureur d'éclaircir la chaîne de possession de ce document, qu'il a soumis au dossier et sur lequel il se fonde, entre autres choses, pour attester la mort d'une personne. Prenons un deuxième exemple. Les chaînes de possession de documents récoltés par le procureur lors de missions de collecte auprès des autorités ivoiriennes. Il suffit de lire les rapports de collecte des enquêteurs du bureau du procureur pour comprendre qu'ils se sont, la plupart du temps, reposés sur une première sélection de documents faits par les autorités ivoiriennes, qu'ils n'ont jamais posé à leurs interlocuteurs de questions sur la manière dont ces interlocuteurs ont obtenu les documents. Aucune question sur un document particulier, son auteur, comment le document a été conservé. Et ils n'ont jamais remis en cause ce que leur disaient les autorités ivoiriennes. Premier exemple. Les enquêteurs ne se sont pas rendus personnellement au palais présidentiel pour sélectionner des documents qui en proviendraient. Mais ils se sont contentés de se rendre dans une salle de conférence d'un hôtel où étaient entreposées des boîtes dont on leur a dit que le contenu proviendrait de telle ou telle pièce du palais présidentiel. Ils se sont donc reposés sur les autorités ivoiriennes pour déterminer la provenance d'une pièce. Deuxième exemple, les documents qui proviendraient de la résidence présidentielle. Concernant ces documents, les autorités ivoiriennes ont affirmé aux enquêteurs du bureau du procureur que la résidence avait été intouchée, alors que tout le monde sait que la résidence a été pillée à de nombreuses reprises à la suite de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Il ne faisait donc aucun sens de se reposer sur ce qu'ont dit les autorités ivoiriennes. Il fallait faire preuve de bon sens, d'autonomie, et tenter de retracer la chaîne de conservation des documents trouvés à la résidence présidentielle, puisqu'un document collecté à la résidence présidentielle aurait pu y être déposé après le bombardement de cette résidence. De plus, la chaîne de possession est un outil indispensable pour évaluer l'authenticité d'une pièce. Notons à ce propos que le procureur n'a pas cité la première partie des conclusions de la Chambre de première instance dans l'affaire Orich, qui indique, et je cite, « La Chambre de première instance ne considère pas la preuve de l'existence d'une chaîne de conservation comme une condition nécessaire à l'admissibilité. Une interruption de cette chaîne n'est pas rédhibitoire. »
pour autant que les preuves prises dans leur ensemble établissent au-delà de tout doute raisonnable que l'élément en question est bien ce qu'il prétend être. » Fin de citation. Pour savoir si un élément est bien ce qu'il prétend être, il convient d'établir son authenticité. Or, il ressort du cas du procureur que de nombreux éléments de preuve fondamentaux n'ont pas été correctement authentifiés. Parmi les éléments de preuve non authentifiés, il y a notamment des documents d'état civil, des documents administratifs, des rapports militaires, des documents d'open source, le registre de la résidence. Pour ces documents, nous renvoyons à nos soumissions au paragraphe 443 à 445 de l'annexe 5 pour le registre de la résidence. Concernant les éléments de preuve non authentifiés, le procureur nous dit que l'authenticité d'un document pourrait être appréciée en se contentant de le regarder. Il s'agirait d'une évidence de prime abord, paragraphe 83 de sa réponse. Et il va même plus loin, considérant que si l'on regarde une pièce et qu'elle apparaît pour ce qu'une partie prétend qu'elle est, une authentification en bonne et due forme n'est pas nécessaire. Cette affirmation n'est pas recevable, surtout dans un procès pénal, puisqu'un faux sera toujours rédigé pour paraître vrai. C'est pourquoi il appartient de faire des vérifications pour savoir s'il s'agit d'un document authentique. Prenons un premier exemple. Le permis d'inhumer émis pour Nachami Bamba, pièce CIV OTP 0039 0044, une autre victime alléguée de l'incident du 3 mars 2011. Le procureur dit au paragraphe 608 de sa réponse que, et je cite, « les permis d'inhumer signés et portant cachet de la mairie d'Abobo sont de simples documents administratifs qui corroborent les éléments de preuve versés au dossier relativement au décès des victimes. » Fin de citation. Encore faut-il que ces documents soient authentiques. Ce n'est pas parce que ces documents ont le cachet de la mairie d'Abobo qu'ils sont véridiques. Si l'on regarde le document CIV OTP 0039 0044, il a l'air authentique. Ce permis d'inhumer, émis pour Nachami Bamba, est daté du 3 mars 2011, le jour même où elle serait décédée. Selon le témoin 237, ce permis d'inhumer pour Nachami Bamba aurait été rédigé le 3 mars 2011 à la mairie d'Abobo. Pourtant, selon le témoin Sira Dramé, P184, qui travaillait à la mairie d'Abobo à l'époque de la crise post-électorale, la mairie était fermée entre le 19 février 2011 et l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril 2011. Comment est-il possible qu'un permis d'inhumer ait été délivré le 3 mars 2011 alors que la mairie était fermée? Ce document, qui pouvait paraître authentique, est à l'évidence un faux qui a l'air d'un vrai. Et si ce permis d'inhumer est un faux, qu'en est-il des autres documents qui ont le cachet de la mairie d'Abobo? On ne peut pas, comme le prétend le procureur, se baser sur l'évidence de prime abord.
I am sorry to interrupt you. I just want. Je suis désolée de vous interrompre. Je voulais simplement faire remarquer aux parties et aux participants que le document que vous citez est peut-être vu sur le pavé évidence 1. C'était le greffier d'audience qui intervenait. Moya Mukone, CIV OTP 0039 0053, une victime alléguée de l'incident du 3 mars 2011. Nous venons, quand nous traitions des chèques de possession, de parler de ce document. Néanmoins, ce document, si l'on contente de le regarder, peut paraître vrai. C'est-à-dire un document émis par le centre hospitalier de Cocody. Mais comme l'auteur du document n'a pas été appelé à témoigner, il est impossible de savoir si ce document est un vrai ou un faux. Mais les informations dont nous disposons révèlent que ce document ne peut pas être un vrai. En effet, ce certificat est daté du 3 mars 2011, donc du jour de l'incident allégué, et aurait donc été établi à Cocody. Or, les témoins du procureur disent que les corps, le 3 mars 2011, auraient été transportés à l'hôpital général d'Abobo Sud. Alors, est-ce que ce document est un faux ou est-ce que ce sont les témoins qui mentent? Nous n'en savons rien. Mais impossible de se fonder sur ce document, même s'il paraît vrai. L'analyse de ces deux documents montre à quel point il y a eu des manipulations pour créer de faux documents qui peuvent paraître vrais. Une fois ces manipulations percées, il est impossible de se fonder sur des documents simplement basés sur leur apparence, de prime abord, ou sur les dires des témoins qui ont fourni ces documents en les présentant comme étant des vrais aux enquêteurs du bureau du procureur. Suivre le procureur, c'est accepter le risque de se fonder sur des faux documents. Et un mot sur les authentifications de documents en audience. Il convient de relever ici que le procureur n'a pas saisi l'opportunité de faire authentifier par ses témoins des documents sur lesquels il s'appuie. Ce sont des dizaines de pièces versées au dossier qui semblent indiquer que l'un des témoins du procureur en est soit l'auteur, soit le destinataire. Et pas n'importe quel témoin. Par exemple, le chef d'état-major, Philippe Mangou, ou le général Bredou Mbia. Or, le procureur n'a pas pris la peine de leur présenter ces pièces afin de les faire authentifier. Cet exercice, d'autant plus important que le général Cassaraté a indiqué ne pas reconnaître sa signature sur 2 documents qui lui ont été attribués. Et rien de plus facile que de demander à un témoin d'authentifier un document. Pas de période de guerre, pas de contexte qui ne s'y prêtait pas. Parlons maintenant de la question des intermédiaires. On ne peut pas ne pas en parler. Le procureur s'en est remis à des intermédiaires pour entrer en contact avec des témoins et pour obtenir des éléments de preuve documentaires, tels que par exemple des listes de victimes, des documents d'état civil et des vidéos. Par conséquent, une grande partie de sa preuve est fondée sur ce que lui ont donné ces intermédiaires, et non sur des actes d'enquête qu'il a menés de manière autonome. Nous avons déjà soulevé le fait que lors de missions de collecte, le procureur s'en était remis aux autorités ivoiriennes pour obtenir un certain nombre de documents.
Par conséquent, pour pouvoir évaluer la fiabilité des éléments de preuve collectés par le biais de ces intermédiaires, il aurait été normal pour le procureur d'expliquer qui ils étaient et comment il a collaboré avec eux. Or, pas un mot sur ces intermédiaires, alors que la défense a soulevé à de nombreuses reprises des questions quant à leur neutralité, notamment dans ses soumissions écrites. Il est apparu, lors de la présentation du cas du procureur, que ces intermédiaires étaient notamment les autorités ivoiriennes ou des associations qui avaient des agendas politiques et certains agissaient lors de la crise pour le compte de responsables de l'hôtel du Golfe. Ce qui rend suspect nombre d'éléments de preuve collectés par leur biais. Intéressons-nous un peu plus, de plus près, à ces intermédiaires. Et nous accompagnerons cette présentation d'un PowerPoint. Et la greffière, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous donner la main, s'il vous plaît? La greffière d'audience, cela sera affiché sur le canal Évidence 2. Can we have it also on the big screen? Le président, est-ce que nous pouvons également la voir à l'écran? Ah oui, merci, merci. Merci, Monsieur le Président. D'abord, concernant les intermédiaires ayant communiqué au procureur des éléments de preuve pour tenter de prouver des incidents qui auraient lieu à Abobo. Le premier intermédiaire est la Voix de la jeunesse active. Le procureur a soumis de nombreux éléments au dossier qu'il a obtenus par le biais des membres de la Voix de la jeunesse active, en particulier par le biais du président de cette association, Yacouba Tioté, et de l'informaticien de cette association. D'abord, le procureur a appelé des témoins à double statut, donc des témoins qui ont le statut de victime participante, pour lesquels les membres de la VJA ont été des intermédiaires. Plus précisément, la VJA a d'abord été un intermédiaire pour VPRS, puis un intermédiaire pour la LRV, puis un intermédiaire pour le bureau du procureur. Par exemple, le témoin P297, Mamadou Doumbia, un enseignant qui a, pendant les élections de 2010, pour le compte des rassemblements des enseignants du RDR, formé les populations à voter pour Alassane Ouattara, explique qu'il collaborait beaucoup avec la VJA et que ce sont les membres de la VJA qui l'ont mis en contact avec les représentants de la CPI. Ce témoin P297 explique aussi que c'est Yacouba Tioté, président de la VJA, qui a été l'intermédiaire entre les victimes du groupe dont il fait partie et la LRV, et que la LRV a organisé des rencontres avec ses clients dans les locaux de la VJA. Il contient de relever aussi que P297 a clairement indiqué que la VJA était aussi l'intermédiaire entre le mouvement ivoirien des droits humains et des victimes. Un mot sur le MIDH, le mouvement ivoirien des droits humains. Cette association a été créée en 2000 par Epiphane Zoro Bibalo et Ibrahim Doumbia. Qui est Epiphane Zoro Bibalo? Il est de notoriété publique
qu'Epiphane Zoro Bibalo est celui qui a signé le certificat de nationalité ivoirienne d'Alassane Ouattara. Et qu'il est un proche d'Alassane Ouattara et du rebelle Zakaria Koné. En 2012, après la crise, il a été nommé par Alassane Ouattara directeur général de l'Agence ivoirienne de la coopération francophone. La même année, il avait tenté de se présenter comme candidat RDR aux élections à la mairie de Saint-Froid. En 2014, à l'ouverture de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Charles Bégoudet, la représentante légale des victimes présentait Epiphane Zoro comme notre expert juridique basé en Côte d'Ivoire. Il a ensuite quitté l'équipe de la LRV en 2015 et depuis lors, il a été nommé en 2016 directeur des affaires juridiques et consulaires au sein du ministère des Affaires étrangères. En 2017, il est nommé secrétaire national du RDR au renforcement des capacités. Et il est aujourd'hui secrétaire général adjoint du RDR, chargé des droits humains. Le MIDH a donc été créé par un proche d'Alassane Ouattara, un militant du RDR. Cette information est importante puisque les membres du MIDH ont joué le rôle d'intermédiaire entre des victimes potentielles et VPRS. Plus précisément, des membres du MIDH ont aidé des victimes à remplir leur demande de participation. Un mot sur les demandes de participation des victimes soumises au dossier. Le procureur a appelé de nombreux témoins à double statut. Il ne peut donc pas ignorer les demandes de participation de ces victimes qui sont soumises au dossier de l'affaire. Et d'ailleurs, comment ces documents pourraient-ils être ignorés dans l'évaluation de la preuve et plus précisément dans l'évaluation des témoignages des témoins à double statut? C'est sur la base de ces demandes de participation que les juges préliminaires ont décidé d'autoriser des personnes à participer à la procédure en tant que victimes. C'est donc fonction de ce qui est écrit dans ces demandes de participation que des personnes ont obtenu le droit de participer à la procédure. Donc, dans le cas de figure où la demande de participation de victimes contredit le témoignage, il convient de s'y intéresser, puisque ce témoin à double statut a soit rempli la demande de participation lui-même, et il a menti, soit il a accepté de signer une demande de participation dans laquelle figurent des informations fausses, puisque dans tous les cas, c'est bien lui qui a signé la demande de participation. Revenons à la VJA. Les membres de la VJA ont aussi mis en relation les enquêteurs du bureau du procureur avec d'autres témoins, qui ne sont pas des témoins à double statut. Nous savons par exemple que l'informaticien de la VJA a permis au procureur de trouver un témoin qu'il considère très important concernant la marche des femmes. Et nous renvoyons à ce sujet aux paragraphes 271 et 293 de l'annexe 3 à nos soumissions écrites. Il est apparu, lors de la présentation du cas du procureur, que le témoin P172, Yacouba Ouattara, chargé de communication de la PAFEMA,
ce qui est l'association des parents des femmes martyrs d'Abobo, était lui aussi un membre de la VJA. Et nous reviendrons sur les liens entre la PAFEMA et la VJA dans un instant. Mais surtout, le procureur a obtenu de nombreuses vidéos par le biais de la VJA. Sur les 9 vidéos remises par la VJA au bureau du procureur, 6 ont été soumises lors de la présentation de son cas, ce qui représente 2h30 de film. Ces vidéos portent sur tout ce qu'il se serait passé lors de la marche des femmes du 3 mars 2011 et les jours suivants, et le 17 mars 2011. Or, le procureur ne souffle mot du rôle crucial de la VJA dans l'obtention de ces vidéos qu'il a soumises. Comme il s'agit de vidéos importantes pour le procureur, sur lesquelles ils font une grande partie de ces allégations, pourquoi ne pas avoir appelé ces intermédiaires de la VJA pour attester de la chaîne de possession de ces vidéos et de l'authenticité de ces vidéos? Au contraire, le procureur ne nous dit rien sur ces intermédiaires ou sur la manière dont ils ont collaboré. Prenons l'exemple de la vidéo que le procureur présente comme celle de la marche des femmes. CIV OTP 0077 04 11. Le procureur présente cette vidéo comme fiable. Une vidéo qui permettrait de comprendre ce qui se serait déroulé le 3 mars 2011. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce que nous montre réellement cette vidéo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la chaîne de possession de cette vidéo. Comment le procureur a-t-il obtenu cette vidéo? La première fois que cette vidéo a été présentée par le procureur, c'était lors de l'audience de confirmation des charges. Elle avait été alors présentée comme venant d'une open source. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons passer brièvement à huis clos partiel pour finir la chaîne de possession de la vidéo, s'il vous plaît? Le Président, nous allons donc passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
We are back. La greffière d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique. Le président Maître Naouri, vous avez la parole. Il est incompréhensible que le procureur n'ait pas appelé la personne lui ayant remis une copie de la vidéo, surtout que cette vidéo a circulé pendant des années sur Internet, était en proie à toutes les manipulations. Pourquoi ne pas avoir appelé les membres de la VJA afin d'éclaircir la situation plutôt que de passer toutes les informations utiles sous silence? Surtout qu'il n'était pas compliqué de les appeler, puisqu'en tant qu'intermédiaire, le procureur était facilement en contact avec les membres de la VJA, notamment le président Yacouba Tioté. Peut-être pour faire oublier que ces vidéos ont été obtenues par le biais d'une association qui, pendant la crise, était un outil des responsables de l'Hôtel du Golfe. Comment sait-on que les membres de la VJA étaient des exécutants agissant pour les responsables de l'Hôtel du Golfe? Parce que ça ressort du cas du procureur. Prenons quelques exemples. D'abord, nous savons que les membres de la VJA ont participé à l'organisation de la Marche des femmes du 3 mars 2011. En effet, et un témoin nous a expliqué que des membres de la VJA ont participé à l'organisation de la marche, notamment que les membres de la VJA devaient attendre les femmes à la mairie d'Abobo, les femmes qui devaient marcher à partir du rond-point Banco. Et nous faisons référence ici à CIV OTP 0076 0951, page 0960, paragraphe 56, et au transcrit T161, page 31, ligne 4 à 11. Il est ressorti du cas du procureur que la marche des femmes a été organisée par des responsables de l'Hôtel du Golfe. Nous y reviendrons quand nous aborderons l'incident du 3 mars 2011. Deuxième exemple. Le président de la VJA, Yacouba Tioté, était en charge du transport des corps le 3 mars 2011, sur instruction des responsables du Golfe. Comment le savons-nous? C'est le témoin P172, chargé de communication de la PAFEMA et membre de la VJA, qui nous a expliqué qu'il a transporté, avec Yacouba Tioté, le président de la VJA, les corps du rond-point Banco à l'hôpital d'Abobo Sud. Une fois arrivé à l'hôpital d'Abobo Sud, le témoin du procureur 172 explique que Yacouba Tioté a rendu compte aux responsables de l'Hôtel du Golfe concernant le transport de corps, en particulier à l'ancien ministre Gikawe Maurice Kakou, directeur adjoint de campagne pour Alassane Ouattara pendant les élections de 2010. Il est intéressant de noter que le témoin P581 a indiqué qu'Alassane Ouattara avait envoyé des gens pour accueillir les corps et les envoyer à l'hôpital. T188, page 46, ligne 27 à page 47, ligne 12. Nous savons aussi que Yacouba Tioté, président de la VJA, était informé de ce qu'il serait advenu des corps après l'hôpital d'Abobo Sud, puisque, selon P172, c'est Yacouba Tioté qui l'aurait informé de ce que les corps ne se trouvaient plus à l'hôpital et avaient été transférés. Transcrit 174, page 65, ligne 13 à 18. La présence de Yacouba Tioté et des membres de la VJA
quand il s'agit de transport de corps, est d'autant plus suspecte que la VGA s'occupe systématiquement de transport de corps plutôt qu'un service de pompe funèbre quand il y a un incident. En effet, ce sont les mêmes membres de la VGA qui ont organisé le transport des corps lors de l'incident du 17 mars 2011. Concernant les corps des victimes alléguées du 3 mars 2011, il convient de noter que toute leur chaîne de possession dépend des responsables de l'hôtel du Golfe. Par exemple, P164-12 a clairement indiqué que les corps avaient ensuite été enterrés sur instruction du Golfe en avril 2011, sans prévenir les familles. Et je me réfère ici à la déclaration de P172, à la page 0560 et 0561. Les corps ont donc été enterrés en catimini, à l'insu des familles. D'ailleurs, P172 a fait savoir qu'il était étonné de la démarche, parce qu'Abobo ayant été libéré, à ce moment-là, nul besoin donc d'enterrer les corps sans prévenir les familles. Paragraphe 85 de sa déclaration antérieure. Un autre exemple est la visite d'un témoin accompagné par l'un des membres de la VGA à l'hôtel du Golfe après la marche des femmes. Et nous renvoyons au paragraphe 350 de l'annexe 3 de nos soumissions écrites. Dans le même sens, des rapports étroits de collaboration entre la VGA et les responsables de l'hôtel du Golfe, c'est la VGA qui a organisé la venue à Abobo d'une délégation de responsables de l'hôtel du Golfe le 6 mars 2011, soit 3 jours après la marche, pour rencontrer ceux qui se présentaient comme des proches des victimes du 3 mars. Il est intéressant de noter que parmi les personnes qui composaient la délégation de responsables de l'hôtel du Golfe, il y avait Aya Virginie Touré. Aya Virginie Touré était la porte-parole de cette délégation, mais c'était aussi l'une des organisatrices de la marche du 3 mars 2011. Un autre membre de cette délégation était Yeo Kolochoma, directeur de campagne d'Alassane Ouattara à Abobo pour les élections de 2010. Et lui aussi avait participé à l'organisation sur le terrain de la marche du 3 mars 2011. Parmi les autres personnes présentes, il y avait des représentants de la mairie d'Abobo, le président de la VGA et ceux qui se présentaient comme les proches des victimes. Parmi ces proches, certains de ces proches présents étaient aussi membres de l'APAFEMA. Nous allons y revenir dans un instant. Mais d'abord, parlons du but de cette visite, organisée par la VGA. Il s'agissait pour les responsables de la délégation de l'hôtel du Golfe de remettre de l'argent à ceux qui se présentaient comme les proches des victimes du 3 mars. À noter que le 6 mars 2011, les corps n'avaient pas encore été enterrés. D'ailleurs, les témoins nous ont tous confirmé avoir reçu des enveloppes contenant de l'argent. Il convient de noter aussi que ces témoins ont reçu une compensation ou un dédommagement par le biais de la délégation de l'hôtel du Golfe,
aussi en tant que membre de la PAFEMA. Ce qui signifie que les membres de la PAFEMA sont donc redevables aux responsables de l'hôtel du Golfe. Un mot sur cette association, la PAFEMA. Il est apparu, lors du cas du procureur, que la PAFEMA est un autre intermédiaire. Pourtant, le procureur, ici, ne fait pas état de ses liens avec les membres de la PAFEMA, qui l'a mis en contact avec une grande partie de ses témoins concernant l'incident du 3 mars 2011. Parmi ces témoins, 5 témoins victimes, membres de la PAFEMA. L'intermédiaire de ces témoins victimes, auprès de VPRS, était le témoin du procureur P237, président de la PAFEMA. De plus, il ressort du témoignage de P237 qu'il a aidé d'autres membres de la PAFEMA à remplir leur formulaire de demande de participation. Le procureur a aussi appelé comme témoins des membres de la PAFEMA. P237, Mamadou Bamba, a repris son rôle d'intermédiaire au service des enquêteurs du bureau du procureur. Par exemple, c'est lui qui a mis les enquêteurs en contact avec un autre témoin, dont je ne donnerai pas le numéro pour des raisons de confidentialité, mais je renvoie au transcrit 39, page 70, lignes 3 à 8. Le témoin P172, Yacouba Ouattara, chargé de communication de la PAFEMA, lui aussi a servi d'intermédiaire entre des témoins membres de la PAFEMA et les enquêteurs du procureur. Il est intéressant de noter le rôle de Yacouba Ouattara, qui ne se contentait pas de mettre en contact avec les enquêteurs du procureur. Par exemple, le témoin P582 a expliqué qu'il dépendait de Yacouba Ouattara au quotidien. Par exemple, c'est Yacouba Ouattara qui lui donne de l'argent lorsqu'il n'en a pas, qui lui achète ses médicaments et qui amène ses enfants chez le médecin. Transcrit 175, page 27, ligne 12 à 23 et page 33, ligne 2 à 15. Le témoin 582 était complètement dans les mains de Yacouba Ouattara, concernant toutes les démarches découlant de l'incident du 3 mars 2011. C'est Yacouba Ouattara qui a amené le témoin à la tombe de sa fille, parce que le témoin ne savait pas où elle se trouvait. C'est Yacouba Ouattara qui a géré tout le dossier de la fille de P582 auprès de la cellule d'enquête. Et c'est toujours Yacouba Ouattara qui a tout organisé dans le cadre de ses rencontres avec le bureau du procureur de la CPI. Un mot sur ces témoins avec lesquels le procureur est entré en contact grâce à la PAFEMA. Il est frappant de constater que ce sont tous des témoins indirects. Aucun n'est témoin de la mort des femmes, directement témoin, il faut le dire. Nous y reviendrons un peu plus en détail dans nos développements sur la preuve par oui-dire et la preuve indirecte. Le président et le chargé de communication de la PAFEMA ont aussi fourni au bureau du procureur des certificats de décès et des documents administratifs. Nous avons déjà mentionné, quand nous avons parlé de la chaîne de possession et de l'authenticité des documents présentés par le procureur, le caractère douteux des documents remis par ces deux membres. Il est apparu que ce sont ces intermédiaires de la PAFEMA qui ont communiqué des faux au bureau du procureur. Nous avons indiqué que lors de la venue de la délégation des responsables de l'hôtel du Golfe, il y avait aussi des responsables de la mairie d'Abobo. Il convient de dire ici un mot sur le rôle des responsables de la mairie d'Abobo pendant la crise post-électorale.
puisque le procureur a présenté lors de son cas de nombreux documents qui auraient été rédigés par des responsables de la mairie d'Abobo ou auraient été récupérés auprès de la mairie d'Abobo. Lors du cas du procureur, il est apparu que les responsables de la mairie d'Abobo et les membres de la VJA collaboraient pendant la crise, notamment pour faire établir des documents administratifs. Nous savons que le président de la VJA, Yacouba Tioté, a communiqué au chargé de communication de la PAFEMA, Yacouba Ouattara, les instructions des responsables du Golfe concernant l'obtention de certificats de décès auprès de la mairie d'Abobo. P172, Yacouba Ouattara, a expliqué que Yacouba Tioté lui avait fait passer le message de Maurice Kakou, directeur de campagne d'Alassane Ouattara, et c'est lui, Maurice Kakou, qui avait instruit Yacouba Tioté de dire aux proches des victimes alléguées de se rendre à la mairie d'Abobo où seraient envoyés un médecin et un huissier dont la mission était de remettre des certificats de décès aux proches des personnes tuées. Et je renvoie au transcrit T174, page 76, lignes 11 à 22. Il apparaît donc que les responsables de l'hôtel du Golfe ont organisé la confection de documents d'état civil et administratifs d'une manière qui ne respecte pas les règles de forme normales. P172 raconte que lors de ces rencontres à la mairie, il y avait un huissier, Conan Kofi Emmanuel, qui était présent et qui posait parfois des questions et donnait des instructions à un médecin afin que ce dernier établisse le certificat de décès sur la base de ce que lui disait P172. Transcrit 174, page 74, ligne 28, à page 75, ligne 2. Nous savons donc maintenant que des certificats ont été établis par des médecins, mais fondés sur les dires de témoins et non basés sur des constatations médicales. Notons que P172 est un témoin indirect. Donc les informations de ce certificat reposent sur des oui-dire. Un autre parent de l'une des victimes alléguées du 3 mars 2011 a confirmé que le médecin ayant signé le certificat de décès de sa sœur ne lui avait même pas posé de questions sur les circonstances de la mort alléguée et n'avait pas non plus examiné le corps. Transcrit 188, page 55, lignes 4 à 6. Les conditions dans lesquelles ces documents ont été établis empêchent de les considérer comme des éléments de preuve fiables. L'on peut se demander pourquoi les responsables de la mairie ont accepté de se prêter à de telles manipulations des règles. Mais il n'y a là rien de surprenant dans le fait que les responsables de la mairie d'Abobo exécutent les consignes des responsables du Golfe, consignes relayées par Yacouba Tioté, puisque nous savons que pendant la crise, la mairie d'Abobo était sous le contrôle des responsables du RDR, dont certains séjournaient au Golfe. Le maire d'Abobo, Adama Toungara, était à l'époque secrétaire départemental du RDR et se trouvait au Golfe pendant la crise. L'adjointe du maire, Toungara, Maïmouna Touré, à qui le maire donnait des instructions, était aussi présidente des femmes du RDR à Abobo et se trouvait à l'hôtel du Golfe. Concernant Sira Dramé, qui était conseiller municipal auprès du maire Toungara, elle était aussi secrétaire départementale des femmes du RDR d'Abobo. Cette dernière a indiqué qu'elle était, au moment de la crise, fréquemment en contact avec les responsables du RDR, soit basés à l'hôtel du Golfe, comme Aya Virginie Touré, soit actifs sur le terrain, comme Yeo Kolochoma. À noter aussi que selon P580, ce sont les FRCI
qui faisait la sécurité à la mairie d'Abobo. Transcrit 186, page 75, ligne 8 à 14. Comme nous l'avons déjà indiqué, de nombreux éléments de preuve versés au dossier sont présentés comme étant des documents établis par la mairie d'Abobo. Il s'agit de documents tels que des certificats de décès, des permis d'inhumer, des extraits de registre d'état civil, mais aussi d'une liste de victimes. Il apparaît donc que ces documents ne sont pas fiables puisqu'ils sont clairement le fruit de manipulations commanditées par des responsables de l'hôtel du Golfe. Mais un mot rapide sur ces listes de victimes. L'une des listes sur lesquelles se repose énormément le procureur est une liste établie par le comité de survie CIV-OTP 0032 0054 0001-R3. Le procureur renvoie à cette liste du comité de survie pour 102 victimes alléguées, morts et blessés, concernant les incidents qui auraient eu lieu le 16 décembre 2010, le 3 mars 2011 et le 17 mars 2011. Pour 60 de ces 102 personnes, donc plus de la moitié, la liste est l'unique source citée par le procureur pour tenter d'établir l'existence de victimes. Le comité de survie n'est pas une association neutre. En réalité, il s'agit d'une succursale de l'hôtel du Golfe. Les principaux membres du comité sont Sira Dramé et Yeo Kolochoma, membres du RDR et étaient des proches collaborateurs de responsables rebelles qui se trouvaient au Golfe pendant la crise. De plus, le maire d'Abobo de l'époque, Adama Tungara, qui était lui-même au Golfe, a aussi participé aux activités du comité de survie. Transcrit 216, page 17, ligne 19 à 28. Toutes les démarches du comité de survie s'inscrivent donc dans une stratégie politique orchestrée par les plus hauts responsables du RDR qui se trouvaient au Golfe. Un mot, enfin, sur les témoins ayant un lien avec la mairie d'Abobo. Rappelons que P184, la grande organisatrice de la marche du 3 mars, en plus de ses activités de militants du RDR, occupait le poste de conseiller municipal auprès du maire Tungara. Nous savons que l'hôtel du Golfe était une base rebelle pendant la crise post-électorale. Donc rien de surprenant non plus dans le fait que ces intermédiaires du procureur ont des liens étroits avec des combattants rebelles. Plus précisément, les membres de la VJA entretenaient des liens étroits avec des membres du commando invisible. Par exemple, la VJA organisait des meetings en compagnie de chefs du commandant invisible afin de mobiliser la population contre le gouvernement en place. CIV-OTP 0042 0597, timecode 01 27 40 à 01 30 38. Nous disposons d'images versées au dossier d'un meeting tenu le 28 février 2011 sur lequel on peut voir sur l'estrade des membres de la VJA et un chef du commandant invisible, le commandant Fognon, qui exhibe sa ceinture de munitions et il dit en dioula « Je suis le commandant. On est prêt à enlever Gbagbo. On est fatigué d'eux. Nous, on prend maintenant cette affaire dans nos mains. » Fin de citation. Il convient de révéler ici qu'il est de notoriété publique que de nombreux membres de la VJA sont des anciens membres du mouvement des volontaires Ado, un mouvement dirigé par Ibrahim Diarrassouba. Ibrahim Diarrassouba qui était à l'hôtel du Golfe pendant la crise et qui se réclame aujourd'hui le mouvement dirigé par Ibrahim Diarrassouba se réclame aujourd'hui
être composé d'ex-combattants. D'ailleurs, Yacouba Tioté, le président de la VJA, avait été coordinateur des activités de ce mouvement avant de former la VJA. Alors, passons maintenant à un autre intermédiaire ayant communiqué au procureur des éléments de preuve pour tenter de prouver les incidents qui auraient eu lieu à Yopougon cette fois-ci. Le collectif des victimes du quartier Doucouré-Yopougon, CVQDY. Il est ressorti des interrogatoires des témoins du procureur que ce collectif avait en réalité été créé par des membres qui étaient, et sont toujours, engagés et actifs au sein du RDR afin de servir la cause du RDR. Dans sa réponse écrite, le procureur tente de distinguer artificiellement entre les activités politiques des membres du collectif et leur activité au sein du collectif. Et je me réfère ici au paragraphe 656 de la réponse du procureur. Or, le procureur ne répond pas au fait qu'avant 2014, le collectif n'existait pas en tant que collectif, mais uniquement comme un lieu de rencontre de militants du RDR. Plus précisément, Adama Diomandé, le fondateur du collectif, explique qu'il avait commencé ses activités de recensement de manière informelle dès février 2011, donc en plein milieu de la bataille d'Abidjan. Il n'existe aucun élément contemporain ou immédiatement postérieur à la crise qui attesterait de l'existence de ce collectif et de démarches effectuées en février 2011. Le collectif ne prend forme qu'à la fin de l'année 2013, au lendemain de l'audience de au lendemain de la décision d'ajournement des charges. Les statuts du CVQDY n'ont été déposés qu'à la fin de l'année 2013. D'abord auprès du ministère de l'Intérieur, puis auprès de la commune de Yopougon. Ce sont les documents CIV OTP 0058 0334 et CIV OTP 0058 0333. Et nous ne savons même pas si les statuts ont été validés, puisque les documents présentés ne tiennent pas lieu de récépissé de déclaration. D'ailleurs, le fondateur du collectif, P436, lui-même ne sait pas si les statuts ont été validés. Transcrit 149, page 32, ligne 18. Quoi qu'il en soit, avant qu'Adama Diomandé et Brahima Bakayoko tentent de donner un cadre formel à leur intervention, le seul cadre formel au sein duquel les deux fondateurs étaient connus était le RDR. Le témoin du procureur, Adama Diomandé, P436, président du collectif, était secrétaire de la section Doucouré Nord du RDR et directeur local de la campagne du RDR lors des élections de 2010. P109, un autre témoin, a dit qu'il y avait des réunions du RDR qui étaient organisées chez Adama Diomandé. Brahima Bakayoko, cofondateur du collectif, faisait partie du comité de proximité et de mobilisation du RDR pendant la campagne et organisait des réunions de la section Doucouré Nord
chez lui. Plus précisément, la maison de Brahima Bakayoko était le lieu de réunion de la section d'Oukouré Nord du RDR pendant la campagne de 2010. C'est aussi chez lui, chez Brahima Bakayoko, dans un hangar, que les membres du collectif se réunissaient, ce qui a été confirmé par des témoins allégués des faits. Je renvoie ici notamment au transcrit 210, page 40, lignes 9 à 15. Il est ressorti très clairement des témoignages que la raison pour laquelle Adama Diomandé et Brahima Bakayoko étaient connus des gens du quartier, c'était en tant que responsables politiques. Par exemple, P433, Oku Traoré, président du comité de gestion de la mosquée Siko Gilem et membre du collectif, précise que c'est dans le cadre des activités du RDR qu'il a rencontré Adama Diomandé et Brahima Bakayoko. Transcrit 147, page 72, ligne 12 à page 73, ligne 2. Un autre témoin a expliqué qu'il a milité avec eux lors de la campagne et qu'il avait assisté à des réunions que Brahima Bakayoko et Adama organisaient. Transcrit 210, page 14, ligne 10, à page 15, ligne 16. Le témoin P109, lui, explique qu'il connaît bien Bobby Adama Diomandé comme responsable politique du RDR dans le quartier. P109 participait aux réunions politiques chez Bobby et Adama et il précise même qu'il a mobilisé pour le compte d'Adama Diomandé des jeunes dans les grains. Transcrit 154, page 70, ligne 22, à page 78, ligne 9. Si les fondateurs du CVQDY étaient reconnus en tant que responsables, rien ne permet d'attester qu'ils disposaient de compétences quelconques en matière de recensement de victimes. Pourquoi des militants politiques sans aucune compétence se seraient réunis en collectif, surtout que leur travail est tellement bâclé qu'aucun élément recensé n'est fiable? Pourtant, le procureur se fonde sur 9 listes de victimes établies par ce collectif pour 23 des victimes alléguées, morts et blessés, concernant l'incident du 25 février 2011 et l'incident du 12 avril 2011. C'est pourquoi le procureur tente, dans sa réponse au paragraphe 659, de nous faire approuver de la méthodologie utilisée par le collectif. Mais il est impossible de prendre au sérieux le travail effectué par le CVQDY. Le témoin 436 explique que les listes auraient été établies sur la base du récit des personnes rencontrées et des documents que ces personnes auraient donnés aux membres du collectif. Transcrit T149, page 35, ligne 12 à 21. Or, rien, absolument rien dans le dossier ne permet de vérifier ce que nous a dit ce témoin. Nous ne disposons d'absolument aucun élément pour vérifier la véracité de cette affirmation de P436. Aucun récit n'est consigné dans ces listes. Aucun document n'y est annexé. Où sont les formulaires remplis par les personnes qui auraient été rencontrées? Où sont les originaux des documents que ces personnes auraient fournis? Nous ne disposons de rien. Et si l'on s'intéresse de plus près à la méthodologie employée, l'on se rend compte que rien de ce qu'a fait ce collectif est fiable. Par exemple, P433 et P436
ont tous deux indiqué que Brahima Bakayoko était illettré. Transcrit 147, page 106, lignes 26 à 27, et transcrit 148, page 53, ligne 27 à page 54, ligne 12. Pourtant, Brahima Bakayoko, illettré, était l'une des personnes en charge par le collectif pour recueillir les témoignages des victimes et des déclarants. Comment Brahima Bakayoko a-t-il pu vérifier l'identité de ces personnes s'il ne sait pas lire? Comment a-t-il pu examiner les documents que les personnes apportaient? Comment a-t-il même pu prendre de notes? En réalité, il s'agit au mieux d'une liste fondée sur des sources anonymes dont on ne sait rien, au pire d'une liste fabriquée. Et les membres de ce collectif ont bien évidemment, eux aussi, été intermédiaires entre des témoins et les enquêteurs du bureau du procureur. Au préalable, il est intéressant de noter qu'Adama Diomandé, P436, témoin du procureur, et Ibrahim Bakayoko, initialement témoin P447 du procureur, mais non appelé, ont d'abord eu le rôle d'intermédiaire pour VPRS. P436 a expliqué lors de son témoignage que les membres du collectif faisaient remplir à toutes les victimes des documents nécessaires à leur participation à la procédure devant la CPI. Nous savons qu'à ce stade de la procédure, au moins 110 victimes ont indiqué que Brahima Bakayoko, dit Bobby, et ou Adama Diomandé, et ou le CVQDY, était la personne contact et ou la personne les ayant aidés à remplir le formulaire de demande de participation. Les membres du collectif ont eu un rôle très actif auprès des victimes alléguées qui souhaitaient participer à la procédure et les ont aidés à remplir leur formulaire de participation. P436 a dit qu'il a personnellement aidé des victimes à remplir les formulaires. Il convient de noter que Brahima Bakayoko a ensuite continué à être le point focal pour ces victimes, puisqu'il est ensuite devenu l'intermédiaire de l'OPCV. Et je renvoie au document CIV OTP 0076 1509, page 1510. Adama Diomandé, lui aussi, a expliqué que le collectif était le point focal de la LRV pour les victimes de la crise, expliquant, et je cite, « Si elle vient, qu'elle a besoin des victimes, elle nous appelle. Si on doit passer des informations aux victimes, elle nous donne l'information. Ou si elle veut les rencontrer, on les envoie vers elle. » Fin de citation. Transcrit 149, page 39, ligne 26 à page 40, ligne 1. Il ressort donc que les témoins victimes du procureur étaient dans les mains du CVQDY dès avant la décision de confirmation des charges. L'on comprend alors pourquoi, le 6 septembre 2013, 3 mois à peine après la décision d'ajournement du 3 juin 2012, l'un des conseils auprès du bureau du Conseil public pour les victimes et une enquêtrice du bureau du procureur ont appelé Brahima Bakayoko pour lui demander de contacter des victimes représentées par l'OPCV pour les informer que des membres du bureau du procureur souhaitaient les rencontrer afin que Brahima Bakayoko organise le déplacement pour cette rencontre avec le bureau du procureur. Ce qui signifie que quand le procureur a été confronté à la faiblesse de son cas en 2013, il s'est précipité pour tenter de trouver des témoins. Et au lieu de mener des enquêtes indépendantes, il s'en est remis à un collectif de militants du RDR.
Brahima Bakayoko et Adama Diomondé ont servi d'intermédiaires pour le bureau du procureur pour 9 témoins potentiels, dont 5 ont été appelés, auxquels il faut ajouter les témoins PK133 et P109, qui avaient des liens très étroits avec les fondateurs du collectif. L'on comprend alors qu'une grande partie de la preuve obtenue par le procureur après l'ajournement de l'audience de confirmation des charges concernant Yupougon lui vient du collectif qui, comme par hasard, tente de créer ses statuts et d'officialiser son cadre à ce moment-là. Il convient de noter enfin, concernant ce collectif, et j'en aurai fini sur ce point, que ces intermédiaires avaient un rôle très actif. Ils ne se sont pas contentés de donner un nom ou des coordonnées. Bobby et Adama organisaient les rencontres, contactaient eux-mêmes les témoins potentiels, organisaient leur venue, leur disaient qu'ils devaient témoigner et sur quoi ils devaient témoigner. Un témoin a indiqué, en parlant des rencontres avec les membres du bureau du procureur, et je cite, « Ce sont Adama et Bobby qui nous donnent les directives. Quand ils viennent, ils les appellent et ils disent « Nous voulons voir les victimes. Donc c'est à eux que nous nous rapportons. » Fin de citation. Il y a d'autres exemples de liens très proches entre des témoins qui sont venus témoigner et les membres du collectif. Et nous renvoyons notamment au transcrit T213, page 70, ligne 19, à page 75, ligne 4. Et à la déclaration préalable de P554, CIV OTP 0077 01 53. Il apparaît donc que de nombreux témoins et la liste de victimes obtenue par le biais du collectif concernant les incidents de Yupougon sont peu fiables parce qu'ils résultent d'une opération politique mise en place par les responsables du RDR à la suite de la décision d'ajournement du 3 juin 2013. Le prochain point, Monsieur le Président, sont l'usage massif de oui-dire, mais je vois l'heure, donc je m'en remets à vous. Yes, we have... Tout à fait. Je pense qu'il est l'heure de faire la pause déjeuner. Et nous reprendrons donc à 14h30. La séance est levée.